Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une question qui est vraiment au cœur de nos sociétés. L'État, finalement, c'est quoi? Et surtout, à quoi ça sert? Pour tenter d'y voir plus clair, on va explorer cette notion qui est assez complexe en s'appuyant sur ce qu'en ont dit quelques-uns des plus grands esprits de l'histoire. La question de fond, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on obéit à l'État? Ça a l'air simple comme ça, mais quand on y pense, on parle d'une entité qui peut nous obliger à suivre des lois, qui nous prend une partie de notre argent via les impôts et qui peut même décider de nous envoyer au combat. D'où vient cette autorité? C'est vraiment par là qu'on doit commencer notre réflexion. Alors voilà comment on va avancer. D'abord, on va essayer de définir ce qu'est l'État. Tout simplement. Ensuite, on verra le grand débat, est-ce que c'est un protecteur ou plutôt un oppresseur? Après ça, on abordera la fameuse idée du contrat social. Puis, on se demandera qui, au fond, devrait gouverner. Et pour finir, on verra que toutes ces questions sont encore plus pertinentes que jamais. Allez, c'est parti pour la première étape. Pour bien démarrer, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on parle de l'État? Bon, cette phrase de Hegel, l'État est la réalité de l'idée éthique, je vous l'accorde, elle peut paraître un peu obscure. Mais ce qu'il veut dire, c'est que pour lui, l'État, ce n'est pas juste une machine administrative. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est comme si les valeurs, la morale, la raison d'un peuple tout entier prenaient corps, devenaient une réalité tangible. Alors, après cette vision très philosophique, passons à une définition un peu plus terre-à-terre, qu'on doit souvent au sociologue Max Weber. Il y a deux mots-clés à retenir ici. Le premier, c'est territoire, qui fixe les limites géographiques de son pouvoir. Le second, c'est le monopole de la force légitime. En gros, ça veut dire que seul l'État, et personne d'autre, a le droit d'utiliser la force, via la police ou l'armée par exemple, pour que les lois soient respectées. Et là, cette définition nous plonge tout de suite dans le vif du sujet, dans la question qui fâche. Cet État, alors, c'est un bouclier qui est là pour nous protéger, ou c'est plutôt une sorte de cage qui limite nos libertés? Pour Thomas Hobbes, il faut être clair, la vision de l'humanité est assez sombre. Il pensait que sans un État fort pour mettre de l'ordre, les gens s'entretueraient. Ce serait, comme il le dit, la guerre de tous contre tous. Donc, dans son esprit, même un État un peu autoritaire, c'est toujours mieux que le chaos total. C'est notre seule protection. Et puis, à l'exact opposé du spectre, on a Karl Marx. Pour lui, l'idée que l'État est un arbitre neutre, c'est une illusion complète. Non, pour Marx, l'État, c'est un outil, une arme aux mains de la classe dominante, la bourgeoisie, qui s'en sert pour asseoir son pouvoir et continuer d'exploiter les autres. On voit bien que le fossé est immense. D'un côté, on a l'État bouclier de Hobbes, qui nous sauve du désordre, et de l'autre, on a l'État arme de Marx, qui sert à opprimer. Deux visions radicalement différentes. Ok, mais admettons qu'on ait besoin d'un État. La question qui se pose tout de suite, c'est d'où lui vient son autorité? Pourquoi aurait-il le droit de nous commander? Une des réponses les plus célèbres et les plus puissantes de l'histoire de la pensée, c'est la théorie du contrat social. L'idée de base est assez simple en fait. C'est comme si on avait tous signé un accord sans même s'en rendre compte. L'exemple parfait, c'est le feu rouge. On accepte de renoncer à une petite liberté, celle de traverser la rue quand on veut, pour gagner quelque chose de bien plus précieux, la sécurité de ne pas se faire écraser. Eh bien, le contrat social, c'est un peu ça, mais à l'échelle de toute la société. Ah, cette fameuse phrase de Rousseau. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est le début de son grand livre, du contrat social. Ce qu'il nous dit, c'est qu'un État est légitime, juste, seulement s'il est l'expression de la volonté générale. C'est-à-dire que les lois ne doivent pas venir d'un monarque qui décide tout seul dans son coin. Non, elles doivent venir du peuple lui-même qui décide ce qui est bon pour la communauté dans son ensemble. John Locke, lui, nous propose une vision un peu différente, et c'est une vision qui a une influence énorme sur nos démocraties actuelles. Contrairement à Hobbes, il ne pense pas que l'homme est un loup pour l'homme. Pour Locke, même sans État, on a des droits naturels fondamentaux. Le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Et si on crée un gouvernement, c'est pour une seule et unique raison, qu'il protège ces droits. Et attention, si ce gouvernement abuse de son pouvoir, alors le peuple a parfaitement le droit de le renverser. Bon, on a un État, on a un contrat, mais maintenant, la question qui tue, qui mettons aux commandes? Qui est le plus apte à diriger? Platon, dans son œuvre La République, a une idée bien précise là-dessus. Pour lui, le dirigeant parfait, c'est le roi philosophe. C'est quelqu'un qui ne court pas après le pouvoir ou l'argent. Non. Son seul guide, c'est la sagesse, la justice, la recherche du bien. On est d'accord, c'est un idéal, peut-être un peu difficile à trouver dans la réalité. Et alors là, le choc est total quand on compare ça avec Machiavel. Lui, c'est le pragmatisme à l'état pur.
Dans son livre Le Prince, le conseil est clair. Le but du dirigeant, c'est de garder le pouvoir et d'assurer la stabilité. Point final. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Il faut savoir être rusé, voire cruel si nécessaire, tout en gardant une belle façade vertueuse en public. Ça nous pose une sacrée question. Qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un dirigeant? L'intégrité morale ou l'efficacité à tout prix? Après ce petit tour d'horizon des grandes idées, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le débat sur ce que doit être l'État est très, très loin d'être terminé. En fait, toutes les tensions qu'on a évoquées sont au cœur de notre actualité. Sécurité contre liberté, individu contre collectif, justice contre pouvoir. Jusqu'où peut-on aller pour assurer la sécurité au détriment de la liberté? Est-ce que les droits d'une seule personne peuvent l'emporter sur l'intérêt du groupe? Ce sont exactement les mêmes questions que se posaient ces philosophes il y a des siècles, et elles sont toujours là, au centre de tous nos débats de société. Et il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie pour s'amuser. Non, pas du tout. Les réponses qu'on apporte, en tant que société, à ces questions, eh bien, elles ont un impact direct sur notre vie de tous les jours, sur nos libertés, sur nos droits, sur nos devoirs. Ce qui nous amène à une toute dernière question pour aujourd'hui. Quand on regarde les défis qui sont les nôtres, au XXIe siècle, je pense à la surveillance numérique, à la question de la vie privée, aux grandes crises mondiales comme le climat ou les pandémies, jusqu'où est-ce qu'on veut, jusqu'où est-ce qu'on doit laisser l'État intervenir dans nos vies? La question, évidemment, reste ouverte. Et c'est à nous, à notre génération, de tenter d'y apporter nos propres réponses.